des clés de résilience. Des clés de résilience, des voies de renaissance. Altercoop écoute attentivement les parcours de vie remarquables de citoyens qui ont décidé de prendre la responsabilité de leur action quotidienne en la teintant de l'énergie de la résilience. Accidents de vie, maladies, remise en question profonde. Il nous invite tous à rebondir en toutes circonstances. Nous vous partageons les témoignages d'hommes et de femmes éprouvés et engagés qui nous éclairent sur l'espoir toujours vibrant à saisir en ces temps de turbulence. Il nous incite à retrouver du souffle et à notre tour à mobiliser nos clés de résilience. Bonjour Thierry. Bonjour Christine. Entre les travaux que tu as fait basés sur ton expérience de vie, sur ton trajet de vie, que tu as nommé la spirale de vie, et ce qui m'intéresse personnellement, qui est le parcours alchimique, le parcours intérieur alchimique, j'imagine qu'il y a des correspondances et peut-être des choses à dire, à tirer pour la période singulière dans laquelle nous sommes, à savoir ce moment particulier de notre humanité, plus ou moins totalement immobilisé par le coronavirus et en plus avec une étape de confinement qui peut-être nous invite à une certaine intériorité, donc une alchimie intérieure, pour peut-être une alchimie collective, c'est-à-dire peut-être des transformations qui pourraient être sociétales ou avoir un impact de notre transformation sur notre engagement. Et toi, ton intention à toi, ça serait quoi alors, si on partage nos intentions respectives ? Moi je réponds, si tu veux, à ta demande, mais à la mode de chez nous, à la mode de chez moi, que tu connais, c'est-à-dire la spirale, et surtout par un travail sur quelque chose qui ressemble à de l'analogie, pour bien comprendre les choses et le travail qui est fait. Et donc, j'ai une métaphore, si tu veux, que j'ai travaillée avec les spirales, qui permet de comprendre comment une alchimie intérieure peut se construire, comment ce processus peut se mettre en place à partir de cette métaphore. Voilà. Donc, soit je te déroule tout de suite la métaphore. Non, là c'est bien parce que ça permet de camper notre intention. Ouais. Et je dirais pour finir sur l'intention qu'on partage, ce que je trouvais d'important dans la phase qu'on traverse aujourd'hui, donc particulièrement avec le coronavirus et cette phase de confinement, c'est cette proposition qui nous est faite par le vivant de faire cette alchimie intérieure pour une alchimie collective et pour revenir au monde transformé. C'était ça qui m'animait. Et je pensais que ça pouvait être tout à fait intéressant d'écouter nos deux points de vue en termes d'expérience de vie, de cheminement, de compréhension de ce qu'on a vécu, de là aussi où on vit. Toi qui es plutôt dans la nature et moi qui suis plutôt citadine. Et je présume que de nos échanges, il pourrait peut-être sortir un fruit. Voilà. Alors après, tu sais, c'est brut de décoffrage, hein. Par rapport à l'époque que l'on vit, personnellement, c'est une époque pour moi qui me convient quelque part, parce que c'est une époque qui va accélérer les choses. Dans ma vie, j'ai eu des bouleversements. En fait, j'ai eu une vie bouleversée. Et le Covid correspond à un bouleversement de plus qui est collectif et qui ne m'impacte pas tout seul, mais dans les bouleversements que j'ai eus, ils ont été aussi collectifs, mais pas à cette échelle-là. Donc, ces bouleversements, je les ai appelés des levées de dormance. C'est-à-dire que on est souvent personnellement, collectivement, sociétalement, et là on a vécu après les 30 glorieuses une période où on aurait pu presque parler de dormance, en tout cas au niveau de l'Europe par rapport au système disons néolibéral.
libérale, occidentale. Et le Covid représente un bouleversement profond du collectif et des personnes. Et c'est quelque chose que j'ai vécu régulièrement dans ma vie, et donc qui me convient bien, et que j'accueille, je dirais pas avec délectation, parce que c'est compliqué, mais avec un certain... enfin, avec beaucoup d'attention et un certain plaisir pour voir qu'est-ce que cette déchirure, cette levée de tendance va provoquer, va catalyser. Voilà. Ok, donc effectivement, pourquoi ça m'a conduite à parler de processus alchimiques intérieurs et ensuite collectifs, c'est parce que comme tu le nommes, ce moment singulier de notre histoire d'humanité, et c'est la première fois qu'on vit une situation comme ça, puisque nous sommes tous interconnectés, tous reliés. Alors on n'est pas tous immobilisés, mais enfin on a quand même un impact assez fort sur la totalité de la planète. Ça met un coup d'arrêt à une situation particulière, qui était notre vie dans une époque néolibérale. Ça met un coup d'arrêt et du coup ça ramène chacun d'entre nous chez lui, au sens effectivement de sa maison et de sa maison intérieure. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment on l'habite, cette maison intérieure, quelle profondeur on va apporter, et donc est-ce qu'on va s'autoriser la descente? Parce que dans le processus alchimique, la première étape, c'est l'œuvre au noir, c'est-à-dire la descente donc je te laisserai faire les correspondances avec ce que toi tu nommes la spirale de vie, mais en tout cas ce qui est dans l'œuvre au noir, c'est vraiment la perte de repères, la perte de la persona, c'est-à-dire des masques que l'on s'est créés, ce qu'on s'est fabriqué comme identité sociale, personnelle, psychologique. Et là, tout est bousculé puisqu'on est dans une totale incertitude de la sortie du confinement, donc ça nous oblige à aller réfléchir à l'intérieur, mais réfléchir au sens de la réflexion d'un miroir, pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, nos ombres nous explosent un peu à la figure, et on a un cocktail d'émotions qui est quand même assez fort, puisqu'on peut être pris par de la colère, de la tristesse, des peurs, puisqu'on est plutôt dans une pandémie de peur. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc avant de continuer, je te transmets la parole. Qu'est-ce que tu aurais à dire en résonance à ce que je viens d'exprimer? Alors, en résonance, l'œuvre noire, je connais pas bien, je découvre là ce que tu viens de dire. Pour moi, la correspondance par rapport à ce que j'avais identifié comme repère, c'était la période d'errance. C'est une période qui est toujours délicate quand on n'y est pas préparé, et notamment au niveau de l'adolescence, parce que quand on a une levée de dormance importante, la mort d'un proche, un accident, tu vois, une maladie, ou attraper une religion, par exemple, quand tu es adolescent, c'est très compliqué, l'errance, parce que tu n'as pas assez de contexte pour pouvoir te défendre, et tu te laisses vite embarquer alors dans le noir dont tu parles, ou dans l'adhésion, la croyance, la religion. Sauf que quand tu accumules des expériences dans ta vie, et que tu as vécu, en ce qui me concerne, j'ai vécu 13 spirales avec 13 errances. L'errance est quelque chose qui déstructure, mais comme toi tu as un contexte, tu accueilles dans ton creuset beaucoup plus facilement cette déstructuration, pour faire comme de la cuisine dans ce creuset, quelque chose dont tu vas faire un mets en y ajoutant les éléments qu'il faut pour que l'alchimie de cette errance soit savoureuse. Donc par rapport à ça, il faut une certaine porosité, et il
peu moins de peurosité. Alors quand tu es jeune, c'est la peurosité qui l'emporte, et plus tu prends conscience que tu avances en qualité de discernement, à ce moment-là, l'errance, tu l'abordes avec de la porosité. Et cette porosité te permet justement un processus alchimique qui est intéressant. Alors, pour être sûr que les auditeurs comprennent bien, donc tu as fait un jeu de mots entre la porosité et la peurosité. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. La raison pour laquelle je t'ai proposé ce dialogue, c'est parce que subir de plein fouet cette situation, quand on n'y est pas préparé à l'intérieur, quand on n'a pas un alignement fort à l'intérieur, quand on n'a pas un ancrage fort, le risque, c'est justement de se sentir désaligné et de sombrer dans la peurosité, c'est-à-dire dans cette pandémie de peur, et d'être complètement perdu, de perdre ses capacités émotionnelles et cognitives, et de sombrer dans l'agitation. Tandis que si les processus, pour reprendre ta terminologie, ton analogie, si on a vécu plusieurs spirales de vie en conscience, donc à partir de chocs initiaux qui sont ce que tu appelles la levée de dormance jusqu'à la fin de la spirale, donc à la fin d'un cycle où il y a un retour à l'équilibre, eh bien c'est pas la même chose, c'est-à-dire ce que tu appelles toi le côté savoureux de l'écoute de cette situation, c'est presque d'entendre une opportunité de croissance, d'évolution, ça va être la curiosité de savoir ce qui va se passer, d'aller écouter les potentiels qui sont peut-être encore enfouis en nous. Donc ça ne met pas du tout dans la même posture. La posture de peur, elle est quand même dans le rejet, elle se traduit par de l'agitation ou du repli, ou des violences portées contre soi ou contre autrui, et elle ne permet pas forcément l'attitude juste. Alors, juste étant ce qui va être ajusté à la situation, de pouvoir écouter ce qui a attiré comme profit d'une situation pareille, de pouvoir traverser les inconforts pour aller découvrir la lumière au bout du tunnel. Je te repasse la parole. Oui, donc les spirales dont on parlait, les 14 spirales, elles passent par, mettons, 14 levées de dormance avec des événements, des accidents. À chaque fois, c'est une petite mort. Et donc, quand tu vis une petite mort, la peurosité est forcément au rendez-vous. Mais c'est pas une mort complète, et c'est en tout cas une promesse de renaissance. C'est pour ça que avec le temps, avec les expériences, tu accueilles à chaque fois une nouvelle spirale de façon ouverte, intéressante, parce que tu sais que c'est une promesse en même temps. Donc ça va t'ouvrir, ça va élargir ta compréhension. C'est pour ça que des fois on dit c'est bon vieillir, parce que ça élargit notre compréhension. C'est encore ça en termes qualitatifs qui nous arrive par rapport à d'autres âges. C'est le passage de l'individualisation à l'individuation qui permet en fait de rentrer dans quelque chose de plus qualitatif dans sa vie, dans sa compréhension, dans son discernement. Voilà, donc le Covid, si tu veux, c'est la déchirure, une large déchirure qui m'atteint personnellement, qui nous atteint collectivement, mais à partir du moment où tu as vécu une vie bouleversée, qui est parsemée de petites morts, c'est le risque d'une mort supplémentaire, mais qui est bien plus intéressante que ce qu'elle nous fait perdre, là où elle nous fait peur, quoi. C'est au contraire une promesse, c'est au contraire l'étape qui vient après, des alliances
pour se mettre en chemin, ce que j'appelle l'itinérance. Donc, il y a la levée de tendance, il y a les alliances, parce qu'on se retrouve pour le coup dans une déchirure comme le Covid, au même stade pour beaucoup de personnes. Et donc, les alliances vont être beaucoup plus fortes que quand c'est des déchirures personnelles ou des itinéraires personnels. C'est-à-dire, par exemple, quand tu arrives comme néo-rural, ce qui m'est arrivé dans un territoire qui n'était pas le mien, voilà, je suis dans une errance, je retrouve des néo-ruraux et je commence un chemin au monde des associations, c'est ce que j'appelle l'itinérance. Là, avec le Covid, c'est la société, voire la planète dans son ensemble, qui peut se mettre sur un chemin nouveau pour se donner d'autres repères que ceux qu'il y avait avant. Donc voilà tout l'intérêt, quoi. C'est une dimension, je dirais pas une cerise sur mon gâteau, sur ma sculpture de fille, mais je dirais quelque part, j'en attendais pas tant. Voilà. Alors je vais me permettre de rebondir sur deux choses différentes que tu as dites. La première, c'est peut-être de mettre un mot d'explication entre individualisation et individuation. Ouais. Donc l'individualisation, c'est effectivement tout ce qu'on fait dans la première partie de vie, quand on cherche à exister, à avoir une identité sociale, et du coup on est seul en train de forger cette identité. Alors quand je dis seul, c'est parce qu'on a besoin d'exister tout seul, on recherche de la reconnaissance pour ce qu'on a réalisé. Bien sûr, c'est avec les autres et au travers des autres. Tandis que le processus d'individuation, c'est Jung qui en a parlé notamment, et c'est tout le trajet intérieur qu'on peut reprendre mais avec la spirale de vie et ou avec le processus alchimique, c'est-à-dire cette descente, cette déconstruction de cette construction identitaire qu'on s'était forgée, mais qui était quand même basée sur des prémices familiaux et des bases forgées par l'environnement, l'école et autres. Et donc, à un moment donné, on se rend compte qu'on est peut-être défini par les autres et qu'on ne s'est pas complètement défini soi-même. Donc, l'individuation, c'est tout le processus intérieur où on va essayer de comprendre qui on est finalement, quelle est cette nature profonde que nous avons, que nous sommes. Et c'est là qu'on commence à faire la rencontre avec l'âme, ou en tout cas, on commence à s'intéresser à ce sujet-là pour arriver à faire le distinguo entre quelle est ma personnalité et quel est ce qui est au plus profond de moi. Et là, on comprend qu'il y a un moi d'un côté, un ego qui nous pousse à agir et peut-être quelque chose encore plus profond. Donc, le processus d'individuation, c'est d'aller chercher cette pépite à l'intérieur, c'est-à-dire à la fois la pépite de soi, c'est-à-dire cet espace du grand tout qui est à l'intérieur de nous, ou du divin, pour reprendre les soufis, qui s'était dit où cacher le divin, à l'intérieur de l'être humain, il ne la trouvera jamais. Donc c'est aller retrouver ce divin en soi et aussi aller retrouver une dimension plus singulière, mais basée sur l'introspection et la compréhension de ce qu'on a vécu dans sa vie, plutôt que sur une construction pour démontrer des choses aux gens. Est-ce que tu veux réagir à ça, ou alors je vais au deuxième point que je voulais... C'est-à-dire que moi, j'aurais bien, quand même, je t'aurais bien présenté l'analogie dont je te parlais. Vas-y, tu es le bienvenu. Vas-y. Parce que ça va... Alors, c'est bon ou c'est pas bon, si tu veux, en termes d'analogie, mais en tout cas, ça va reprendre ce que tu viens de dire, et ça peut éclairer. Alors, je sais pas si tu vas souvent sur la plage, mais sur la plage, moi, quand j'étais petit, et il y a eu toute une période de ma vie où j'ai dit que j'ai été enseigné par la mère, MER, tu sais, et parallèlement à l'enseignement de ma mère, ME accent grave RE, je remarquais, si tu veux, des petites sculptures sur le sable fait par des vers. Tu as déjà dû voir ça, des petits monticules. Oui. Qu'on retrouve dans le jardin de Camille aussi, ces petits monticules. Et je trouve que c'est intéressant, ce processus,
de digestion d'un individu, des choses de la vie, qui laissent derrière lui une forme. Tu sais, c'est des espèces de monticules de traces. Et j'étais toujours admiratif et émerveillé par toutes les formes. J'essayais de deviner ce qui était arrivé à ces bêtes au moment où elles faisaient ça. C'était en général au retrait de la marée. Voilà. Et mes spirales, si tu veux, pour faire l'analogie, elles ressemblent à ça. C'est-à-dire que dans les 9 spirales qui correspondent à la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, c'est-à-dire à l'individualisation, d'accord, hein? Oui, c'est ça. Eh bien, faut que tu imagines une jarre ou un vase en colombin. Je sais pas si tu vois ce que c'est que les colombins. Oui, voilà. Bien. Bon, et donc, tu vois 9 spirales avec le sculpteur qui s'ajoutent les unes sur les autres et qui commence à dessiner une jarre. Cette jarre, je l'appelle un creuset. Et le creuset, c'est ce qui permet d'accueillir, si tu veux, le processus alchimique. Donc, jusque-là, tu me suis. Tu as ces 9 colombins, par exemple. Donc, ça te fait un creuset élargi. Et dans lequel, qui sont fermés par un tissu, qui sont fermés par une trame qui est plus ou moins serrée. Donc, l'avantage que j'ai eu, si tu veux, dans ma vie, c'est que j'ai eu des déchirures des trames primaires. La trame primaire, c'est la trame filiale, mettons, paternelle, qui est une trame très serrée et qui ne permet pas de produire quelque chose qui se rapproche de ton potentiel ou d'une quête de cohérence. Tu es dans une reproduction, si tu veux, parce que les éléments qui arrivent extérieurs ont du mal à pénétrer. C'est une trame qui, pour le processus alchimique, ne laisse pénétrer que peu de choses d'un point de vue de la métatrame qui serait la trame des principes du vivant, si tu veux. Donc elle a quelque chose d'imperméable. Sauf que à partir du moment où les spirales s'accumulent et que les déchirures, c'est-à-dire les levées de dormance, arrivent, à ce moment-là, dans les trames primaires, tu as la trame sociétale, c'est-à-dire la société dans laquelle tu es. Moi, c'était la société d'Auvillaise. Et puis après, tu as une trame qu'on pourrait dire la nation française, et ainsi de suite, tu vois, des trames différentes, jusqu'à une métatrame qui est l'influence de la mer, par exemple, et qui s'infiltre dans les déchirures sur ce creuset. Donc, l'avantage d'une vie bouleversée, c'est d'avoir une vie déchirée. C'est-à-dire que tes trames qui étaient très imperméables se déchirent et laissent passer des influences plus naturelles. Par exemple, quand je dis j'ai été élevé par la mer, MER, c'est parce que j'ai perdu mon père à 3 ans et que ça a été une déchirure, si tu veux, forte dans la trame familiale. C'est un des fils de la trame qui s'arrête avec la mort du père et qui laisse passer, si tu veux, des influences. Et c'est pour ça que je me suis présenté enseigné ou prêt à accueillir les enseignements de la mère MER. Et donc, c'est par analogie, ce creuset est un creuset où il tombe un certain nombre d'ingrédients, d'influences qui vont faire alchimie à l'intérieur. Et donc, tu vas te nourrir. Voilà. Quand tu te nourris progressivement, comme le ver de terre, tu files, tu vois, sur le rebord du creuset et tu montes en hauteur et le niveau ou la quantité des éléments d'influence se monte en même temps. Donc, si tu veux, d'une certaine façon, j'ai eu du bol
de pas avoir de pas avoir de bol dans ma vie, mais en même temps, j'en ai jamais eu ras-le-bol parce que je me nourrissais de ce processus, de cette alchimie qui était dans le creuset. Et c'est ça qui m'a permis de continuer à faire ce qu'on appelle du colombin. Tu vois, le colombin, c'est en même temps ce qu'on appelle aussi la merde, d'une certaine façon, qui est derrière nous. Alors, ça peut s'incarner par des choses qui peuvent être très concrètes, hein, des maisons familiales d'éducation rurale, une ferme, le démarrage de BioVallée, la présidence de la communauté de communes. Tu vois, ça s'illumine, ce sillage de choses qui, comment on pourrait dire, illustrent le creuset sur l'extérieur. En tout cas, ce creuset me paraît important parce que c'est avec la mémoire le lieu qui te permet de pratiquer des alchimies. La dernière alchimie est une triple influence. Moi, je parle d'une triple alliance ou influence. Ça a été le loup, le cancer et les cobies. Cette articulation d'influence entre le loup, le cancer personnel métastatique, où j'avais 3 ans d'espérance de vie, et la visite et l'interconnaissance avec les coquilles, ont eu un effet alchimique très intéressant, parce que le loup tout seul, qui rentrerait dans ce creuset, aurait été dans le noir, peut-être comme tu dis, dans une forme de morbidité, si tu veux, puisque le loup, c'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est le tueur, et par rapport à la modernité. Sauf que avec les coquilles et avec le cancer, à un moment donné, il y a une transmutation. Je pense que dans l'alchimie, il y a ce mot qui arrive, aussi accolé à l'alchimie. Il y a une transmutation qui peut être positive, des effets négatifs. Le loup, quand il arrive, il est négatif. Le cancer, quand il arrive, il est négatif. Avec les cobies, qui sont une autre façon d'être au monde, en relation à la loi des origines et au principe du vivant, tout d'un coup, si tu veux, le loup te remet dans un autre monde. Tu es une espèce parmi d'autres espèces. Le monde, d'une certaine façon, se réenchante autour de toi parce que tout l'environnement qui était banalisé autour de toi, il devient éclairé par les yeux de la meute, et les effets positifs du surgissement du loup apparaissent. Et de la même façon que le cancer, qui pourrait être une descente aux enfers, ça peut être une forme d'aiguillon sur l'intensité, la puissance du moment présent, et savourer chaque jour au quotidien. Donc la triarticulation entre le loup, le cancer et les cobies dans ce creuset est assez intéressante. Et elle s'articule, ou disons elle se met en gestation d'un dépassement, de quelque chose, parce qu'il y a ce creuset, parce qu'il y a cette expérience, si tu veux, des anciennes spirales, qui, avec la mémoire, te permettent de construire ce creuset. S'il n'y avait pas ce contexte, l'alchimie ne fonctionnerait pas, et il n'y aurait pas de métamorphose du négatif en positif. Là, ce qui se passe, c'est que le négatif se conjugue avec le positif. Et tu passes aussi d'une réflexion dualiste à une trialogique ou à une dialogique. C'est-à-dire il y a une vraie métamorphose de ta conscience où tu t'aperçois que la mort est au service de la vie, et donc
porosité, si tu veux, s'efface par rapport à la porosité, quand tu t'aperçois que la conjugaison des extrêmes est quelque chose d'intéressant par rapport à la dualité. Alors, et pour ça, il faut un creuset. Alors pour l'alchimie, ça s'appelle un athanor. Effectivement, c'est un creuset, un chaudron qui permet de poser les éléments, de mettre le feu alchimique pour qu'il y ait une transformation jusqu'à une transmutation d'un état de la matière à un autre. Et c'est vrai que dans la phase de descente, la phase de l'œuvre au noir et avant que ça passe aux autres étapes, on peut avoir des athanors qui cassent. Et dans notre vie, on peut avoir des creusets qui se fissurent, des chaudrons qui se cassent. Et ça me fait penser aux citations de Jung et de Leonard Cohen sur le fait que c'est par les fissures que la lumière passe. Et c'est aussi le kintsugi des Japonais, c'est-à-dire cet art particulier de la céramique qui fait que on reprend les morceaux d'un pot qui est cassé, d'une poterie qui est cassée, on les rassemble et on les relie par de l'or, de la peinture d'or. Donc là, on a vraiment le processus alchimique illustré. Donc à un moment donné, on peut avoir son creuset qui est cassé et comment est-ce qu'on va le reconstruire. Donc il y a un aller-retour en fait entre l'athanor, le creuset, le chaudron qui permet l'alchimie et à la fois la dynamique d'alchimie qui fait que parfois il faut casser le contenant, le chaudron, parce que peut-être ce contenant n'est plus assez contenant. Il y a quelque chose qui s'est vicié volontairement ou pas volontairement, individuellement ou collectivement. En tout cas, il a des trous de partout et avant que la lumière ne puisse y revenir, il est peut-être nécessaire de le réparer. Donc j'aime bien ce lien entre différentes traditions qui rendent compte de l'importance du contenant qui contient le processus alchimique et le processus alchimique qui peut re-questionner le contenant et le revisiter et le mettre à mal. Donc ça, je trouve que c'est bien intéressant. Et puis, je reprends ta notion de trame qui ramène effectivement au kogi et à la notion de tissage, puisque et tu pourras mieux le décrire sans doute encore que moi, mais voilà, il s'occupe d'abord du tissage humain, du tissage collectif, dont ils font l'analogie, comme Gandhi le faisait aussi, avec un tissage réel et physique du coton pour en faire un textile à partir duquel il s'habille. Donc il y a un lien entre ce tissage de la matière qui permet de s'habiller et le tissage de la relation à l'autre et le tissage de la relation à l'intérieur. Et c'est ce tissage, cette trame serrée de qualité qui devient contenante comme d'autres types de contenants et qui permet la transformation. Les Kogi ont aussi la nouée, le temple que vous avez réalisé à différents endroits. Donc ça, c'était un point sur la notion de creuset et de processus alchimique, c'est-à-dire que en fait, il y a une interaction des deux. Sans contenant, c'est un peu les énergies du Tao. S'il n'y en a que de l'énergie yang, donc de l'énergie qui se disperse, on ne va rien pouvoir créer. On a besoin d'un contenant. Par contre, si on a un contenant qui n'est jamais fécondé, on n'a pas non plus de vie. Donc la vie, c'est la double dynamique entre du contenant qui reçoit les énergies du ciel et les énergies d'une certaine effervescence, et une effervescence en contenant, c'est de la dispersion. Donc ça, c'était un point par rapport à ce que tu venais de dire. Et après, j'avais envie aussi de raisonner, vraiment dans le sens de résonance, par rapport à ce que tu as dit sur le loup, le cancer et les Kogi. Et effectivement, selon la vie de chacun, le loup peut venir nous interpeller dans la peur, hein, la peur de la proie, la peur de la prédation. Donc chacun fera l'analogie qu'il veut entre son loup intérieur
comment on considère l'autre comme un loup, comment une situation peut être un loup. Le cancer qui vient chercher dans la chair, en tout cas c'est ce qui t'a été proposé à toi, donc c'est très fort, c'est très puissant, et on voit bien que plus on est éprouvé profondément dans sa chair, que ce soit dans son corps ou dans ses émotions, quand on est vraiment raviné à l'intérieur, effectivement, c'est là que des transformations peuvent s'opérer. Et quand tu parles des Kogis, c'est ceux qui viennent apporter la sagesse et le sens, en fait. C'est ceux qui viennent éclairer ce qui se passe d'une autre dimension. Et là encore, c'est le lien avec ce processus alchimique, c'est-à-dire que toute la question de l'alchimie, c'est de prendre conscience qu'en fait, nous sommes des toutes petites choses reliées à quelque chose de bien plus vaste, chacun le nomme comme il veut, hein, l'univers, le grand tout, le divin, peu importe. Mais c'est cette humilité, cette prise de conscience qu'on est relié à beaucoup plus grand, au vivant, et que si on en comprend les lois, alors elles nous éclairent pour une transformation intérieure, et reconnaissant, on va se mettre à son service après. Il y a une espèce de reconnaissance de la transformation intérieure grâce à l'éclairage de ces représentations de sagesse et du tout, qui font qu'ensuite on a envie de restituer, de rendre, de donner à ce qui nous a éclairés. Est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus? Oui. Le dernier exemple que je prends, qui correspond à ma 13e spirale, mais il y en a eu d'autres avant, de processus alchimiques, c'est-à-dire le loup, le cancer et les Kogis, c'est que quelque part, si tu veux, ça te met dedans, c'est-à-dire dans la vie. Effectivement, le cancer, ça te prend très profondément aux tripes, puisque quand on t'annonce 3 ans d'espérance de vie, tu dis chaque jour est important, je vais la savourer. Comment je fais pour penser à danser ma journée le matin, et le soir, je fais une petite évaluation de savoir si j'ai été à la hauteur, si tu veux, d'avoir eu la chance d'être en vie, quoi. Et donc, le loup est une introduction, un peu comme le Covid, si tu veux, il surgit dans ton quotidien d'exploitation, et il commence à te mettre dedans parce que, comme je disais tout à l'heure, la nature que tu avais perdue de vue à travers différentes choses, ton administrativité, la modernisation de ton exploitation et tout ça, à un moment donné, en 2013, quand on a eu 18 attaques sans brebis qui sont mortes, j'ai passé une année à regarder les crêtes, à regarder les vallons, à regarder les bosquets pour savoir où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place. Et à la fin, pratiquement la dernière attaque qui s'est faite en décembre, j'ai préparé avec Camille un parc, si tu veux, au niveau de la ferme, pour redescendre les brebis qui étaient à la montagne, parce que on était dans la brume, il neigeait, et j'étais sûr qu'ils allaient attaquer. C'est-à-dire qu'à la 18e attaque, pratiquement les yeux des loups étaient derrière mes yeux, où m'avaient, si tu veux, investi d'une certaine façon et m'avaient mis dedans. Dedans, c'est complètement différent que d'être devant. Quand tu n'es pas imprégné de force, comme l'a fait le loup, jusqu'à avoir un cancer, puisqu'il est aussi responsable du cancer, tu es devant, c'est-à-dire tu commentes des choses, tu parles des principes du vivant, tu parles de la loi des origines. Et quand tu es devant les Kogis, tu sens bien qu'eux, ils sont dedans, tu comprends ce qu'ils disent, mais tu es devant toi. Donc, l'important, si tu veux, quand tu es dedans, c'est que tu rentres vraiment dans la notion d'interdépendance dont tu parlais là, d'interrelationnel, de relation au vivant. Et ça, c'est une expérience très intéressante d'être immergé dans le dedans.
Après, le va-et-vient entre le devant et le dedans, c'est ce qu'on fait en ce moment quand on en parle, si tu veux, parce qu'on théorise les choses quand je parle des spirales et tout ça. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir des mots qui sont en deçà de ce que l'on vit. C'est-à-dire il faut que ces mots elles soient pleines de vie, elles soient pleines d'expérience, pleines de pratique, pour que effectivement les mots prennent une autre allure que ceux que l'on prononce aujourd'hui, et quand on est hors sol, c'est encore plus compliqué, qu'elles soient pleines de vie. Voilà. Donc le dedans dans lequel t'amène le loup, et ben sa prolongation, ça va être le dedans dans lequel t'amène le cancer. Et on cherche souvent la nature à l'extérieur de nous, et on a oublié que nous étions la nature. Donc on est un temple formidablement compliqué. Quand tu reçois 4 pages d'analyse du labo sur ton sang, tu t'aperçois qu'il n'y a pas que le cœur, la respiration, c'est plein d'autres labos, si tu veux, qui fonctionnent, et que la nature est en toi. Donc à un moment donné, tu peux aussi te dire, tiens, la nature qui est très très résiliente, quand on la voit s'activer avec le retour du loup, avec l'ensauvagement et tout ça, tu peux te dire, la nature en moi, c'est la même, elle a cette puissance de résilience, et tu peux rentrer dans une forme de confiance dans ton corps à résoudre le problème du cancer. En fait, le cancer, quand il y avait le loup, mais il n'y avait pas que ça comme influence négative, je me suis dit j'allais avoir un cancer, c'est moi pratiquement qui l'ai provoqué dans ma représentation. Mais après, quand tu construis une confiance en toi, tu construis, tu laisses la résilience se mettre en place. Bon, tu bombardes un peu chimiquement, tu es accompagné, tout ça, mais je pense que le cœur, si tu veux, de la résilience est dans une confiance et dans une compréhension de la nature, de la qualité de l'interdépendance dans laquelle tu es. Et les coquilles, eux, en font la démonstration vivante. Donc c'est pratiquement une preuve. Et quand tu es dedans, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de la gratitude. C'est-à-dire avoir cette capacité de résilience et d'être vivant génère de la gratitude, de la joie et de la recherche de la beauté qui est autour de toi. C'est-à-dire que c'est comme un coucher de soleil que tu voudrais bien faire partager, si tu veux. Tu as envie de faire partager ces chemins de résilience, c'est-à-dire la réussite de cette alchimie intérieure, elle contamine jusqu'à l'extérieur, si tu veux. Et quelque part, quand ton alchimie intérieure est réussie, ce que tu fais de plus révolutionnaire pour toi, tu le fais pour les autres. Et ça me paraît intéressant pour parler de l'ego aussi. Alors, oui, on va se le garder pour après, pour pas enchaîner trop de concepts à la fois. Ouais. Je voudrais juste commenter une chose que tu as dite et faire une petite interruption, parce que je voulais qu'on fasse une remontée justement vers la résilience, donc on va essayer de découper ça. Là, ce que tu viens de dire, pour rester sur la notion d'avant, c'est l'importance de l'incarnation. Et ce que ce Covid nous amène, c'est une invitation vivante à comprendre, au sens de cum prendere, prendre avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie du trajet intérieur. En plus, la durée des semaines fait que les uns vont avoir vécu ça à la première, à la quatrième, à la sixième, peu importe quand, mais il y a un moment où ça vient travailler au corps, ça vient travailler à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe en soi qui n'est pas que de la réflexion au sens intellectuel. C'est quelle est la question du sens, et avec la question du sens, c'est mais je suis qui, qu'est-ce que je souhaite vivre, etc. Et donc ces questions projectives sur
une sortie du confinement, sur le futur, sur ce qu'on veut vivre, nous amène évidemment aux questions sur soi-même. Donc ce message fort que toi tu illustres par les spirales de vie que tu as eues, et notamment par le cancer, le loup et les corgis, est un bel éclairage pour la présence du Covid, parce que nous ne pouvons pas faire ce processus alchimique si nous n'allons pas profondément, complètement en incarnation dans notre chair à comprendre ce qui s'y passe. De comprendre que c'est en nous, dans la chair et dans les émotions, dans la manière dont on va être brassé, dont on accepte d'être brassé, d'être malmené, d'être mis dans l'inconfort. C'est dans cette acceptation-là qu'alors autre chose peut émerger. Donc c'est un petit peu le trajet qu'on se proposait dans cette conversation, c'est-à-dire d'arriver à faire le parallèle avec une situation globale qui nous est proposée, qui nous invite à faire ce processus alchimique entre une descente à l'intérieur dans nos ombres pour remonter vers une autre évolution, vers une nouvelle époque, vers une renaissance. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de reprendre par rapport à ce point-là pour qu'on puisse repartir sur cette piste de résilience? Oui. Par rapport au Covid, hein, c'est ça. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que je suis vacciné du Covid par le cancer déjà. Mm-hmm. Et toutes les autres petites morts, si tu veux, que j'ai accueillies, qui étaient des promesses de renaissance. Donc, quand je dis je suis vacciné, c'est au sens pas forcément propre, mais au sens de ma capacité psychologique à accueillir le Covid. Après, moi je pense qu'il va falloir prendre un peu de distance, de recul par rapport à cette sidération dans laquelle on est, et pas vouloir tout de suite, si tu veux, en tirer des conséquences. C'est sûr que c'est intéressant de surfer sur une vague. Quelquefois, il faut savoir surfer parce que sinon tu te ramasses. Tu as déjà vu les surfeurs au Pays Basque. Mm. Et surfer le Covid est peut-être pas bon parce que c'est une grosse vague qu'on connaît pas bien et qui mérite une attention pour savoir la prendre. Je trouve en tout cas, si tu veux, que le Covid est surjoué par les médias. Quand on a été vacciné, si tu veux, psychologiquement par rapport à cette éventualité, je suis sidéré par l'impact que ça a au niveau planétaire, mais je trouve que c'est surjoué au niveau des médias, où tous les soirs tu as le nombre de morts, tu as le nombre de vies libérées. C'est assez incroyable, si tu veux, que cette sidération se traduise de cette façon-là et ne se traduise pas par des choses qui sont de l'ordre d'un peu plus de recul, d'intérêt sur le moment que l'on vit, de comparaison aussi avec les morts, parce que les morts du cancer, si tu veux, sont très très importants en nombre, et les morts d'autres maladies. Et donc, je comprends pas forcément cette médiation. Bon, c'est lié, je pense aussi à l'arrêt économique qui, là, pour le coup, nous angoisse parce que ça a plein de conséquences et sur la recomposition de l'économie avec des valeurs et comment on pourrait dire, des priorités qui n'étaient pas celles qui étaient avant. Donc là, je pense que forcément les médias s'y intéressent, mais je trouve que tout d'un coup, il y a quelque chose d'un petit peu exagéré. Et qui fait que
la résilience, si tu veux, à travers cette pause qui nous est donnée, n'est pas forcément au rendez-vous, parce que on est traversé par la partie noire, si tu veux, de cet aspect-là. Donc ce serait bien de rééquilibrer un petit peu les choses là. Ce qui me semble en t'écoutant, c'est que, en fait, si je reprends les termes que tu as employés tout à l'heure sur être devant et être dedans, curieusement, sur le discours, on pourrait imaginer qu'en en parlant tout le temps, on est dedans, mais pour moi, on est devant. C'est-à-dire que cette espèce d'agitation médiatique sur le sujet, ou d'agitation à essayer de faire quelque chose, plutôt que d'écouter à l'intérieur ce que cela peut transformer, c'est resté en fait dans le paradigme d'avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas bougé d'un iota là-dessus. On est resté sur le paraître et les devants, comme si on était devant la porte en fait, et que très peu osent franchir le seuil. Et on n'ose pas franchir le seuil parce qu'on n'est plus habitué à gérer nos émotions, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a déjà été. Enfin, on n'est pas équipé pour gérer ça, donc on ne sait pas gérer la peur, la colère, la tristesse et compagnie. On a peur de la souffrance et on est complètement démuni face à la mort. Michel Serres le disait suffisamment en son temps. On a complètement voulu éradiquer la mort et du coup on ne sait plus la prendre en considération, alors que ça tu l'as dit au tout début aussi. En fait, la mort est dans la vie et la vie est avec la mort. Donc cette imbrication des deux, en ayant aller jusqu'au bout de la modernité et de la logique du progrès, qui est qu'on aura tout dominé, dont la mort, par exemple par le transhumanisme ou autre, c'est-à-dire qu'on veut s'en exempter, on veut sortir de notre condition finie pour être dans une immortalité rêvée, nous prive complètement, là tu parlais de hors-sol, nous prive complètement de la proposition de l'incarnation, qui est de vivre quelque chose qui n'a de sens qu'avec la finitude, ce que rappelait il n'y a pas très longtemps François Cheng à la Grande Librairie. C'est parce qu'il y a la finitude et la limite que ça fait goûter la vie. Tandis que si on était immortel, après tout, tu vois, cette conversation, on pourrait l'avoir plus tard, dans 100 ans, ça serait pas bien grave. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un impératif à vivre qu'il ne faut pas confondre avec une urgence agitée. C'est-à-dire qu'on est invité à une profondeur de présence et d'être dans l'instant présent, de déguster ce qui nous est donné et de ne pas tomber dans l'urgence qui se traduirait par de l'agitation. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou est-ce qu'on poursuit nos pérégrinations? Eh bien, ce que je disais, c'est que même notre dialogue, là, si tu veux, il ne faudrait pas qu'il soit motivé par une forme d'opportunité à prendre la parole sur ce sujet. C'est une grosse responsabilité de parler de ça. C'est pour ça que je te disais, il faut prendre un peu de hauteur, un peu de recul par rapport à cet aspect sidération et le fait que ce soit surjoué par les médias pour l'aborder en sagesse, quoi. Donc je me méfie toujours un petit peu, si tu veux, de surfer sur la vague tout de suite, d'être présent sur le sujet. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi et ça m'amène à quelque chose qui est et ça va avec la résilience, qui est la vitalité du vivant que tu as nommé tout à l'heure avec le surgissement. C'est-à-dire que pour moi, on est dans un moment où on a des paradoxes à gérer, dont un parmi des tas d'autres, qui est la profondeur et la souplesse d'adaptation à la vie. Ce qui ne veut pas forcément dire rapidité ou urgence, mais on voit bien, et j'observe ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux, chaque semaine, il y a des choses qui se passent, pas en termes d'événements, en termes de boucles de rétroaction systémique. C'est-à-dire que selon ce qu'il se passe,
et les interactions entre les individus, ça produit quelque chose qui agit lui-même sur le système. Et les acteurs que nous sommes du système s'y réadaptent. Donc là, il y a quelque chose de très singulier qui fait qu'on ne peut saisir ce qui se passe que précisément si on est dans la présence à ce qui est. Et ce côté labile, on va le retrouver aussi dans le vivant. C'est-à-dire, et ça toi tu connais bien plus par cœur, quand tu fermes la porte de ta ferme, tu ne sais pas ce qui va se passer avec les brebis, avec les vaches, etc. Tu ne peux pas dire demain matin, ça sera exactement comme le soir même. Il peut y avoir des surprises. Et du coup, tous les jours, tu vas être obligé de réinventer quelque chose en fonction des interactions qu'il y aura eu. Que ce soit sur le territoire, entre les animaux, entre les humains et les animaux. Et c'est de ça dont je veux parler. Donc, il y a une différence pour moi, et pour moi, là, on touche à une forme de la résilience. Il y a une différence entre s'emparer de quelque chose du vivant en étant devant et en faisant une opportunité de quelque chose d'égotique, et essayer de comprendre avec, d'être avec, et d'essayer de danser avec, de comprendre ce qui se passe, et de manifester une souplesse d'adaptation. Oui, mais écoute, là, ce qui me vient, c'est la notion d'imprégnation. C'est-à-dire que ça va avec l'idée de reconnexion, mais la reconnexion me paraît toujours très volontaire, c'est-à-dire c'est l'homme qui se reconnecte avec la nature, alors que l'imprégnation, c'est ta capacité à accueillir, à être imprégné par ce que tu vois, par un territoire, par le vivant, par les animaux dont tu parlais, qui t'enseignent et qui fait que tu comment dire, te prépares au changement, qui te font mettre en permanence dans une situation d'accueil du changement, et cette posture d'accueil du changement, parce que tu es en prise avec le vivant, tu as été enseigné par le vivant, te permet aussi d'avoir une posture par rapport à un événement comme le Covid. Alors que quand tu es dans la modernité, quand tu es dans le contrôle, quand tu n'es pas dans le lâcher prise, tu as beaucoup plus de difficultés. C'est pour ça que, en tant que paysan, si tu veux, le Covid fait partie des événements possibles, si tu veux, que tu accueilles. Et pour nous, d'ailleurs, le confinement, il n'existe pas. On est toujours dehors, on est toujours avec nos bêtes. Nos bêtes, on les a pas mis sous cloche, si tu veux. Il faut aller les voir, il faut les nourrir. La vie continue, si tu veux. Donc ça n'a rien à voir en termes d'impact psychologique quand tu es paysan que quand tu es en milieu hors sol urbain, quoi. Et là, on voit la grosse différence, quoi, de posture. Et l'imprégnation, si tu veux, est quelque chose d'important parce qu'elle construit aussi quelque part ton émerveillement des processus naturels, de la beauté naturelle, et s'ensuit, si tu veux, une forme de joie naturelle et de gratitude. Mais l'imprégnation, c'est parce que tu es dans un expérientiel que tu peux la vivre. C'est difficile, c'est pas toutes les situations qui permettent, si tu veux, la pratique d'une imprégnation. Tout à fait, c'est là que tu parlais de contrôle avec la modernité. Effectivement, la maîtrise qu'on a avec les arts martiaux, c'est ça la différence. C'est-à-dire que le processus d'individuation va permettre à un être humain de sortir de son besoin égotique de contrôle sur lui, sur l'autre et sur le vivant, pour commencer à accepter d'être agi par le vivant, de se laisser traverser par le vivant et de se faire féconder par le vivant, ce qui est quand même une posture d'humilité et de lâcher prise, puisqu'on arrête de
de vouloir quelque chose sûr, on se laisse traverser. Et par contre, on a un peu comme le roseau, c'est-à-dire que ça permet une fluidité d'adaptation au flux du vivant. Et cette posture-là n'est possible que si effectivement on est aligné et aligné ancré en fait. Donc, Ancré, oui. et donc cet ancrage, effectivement, il est beaucoup plus facile, enfin, façon de parler, hein, quand on a les pieds dans la nature, mais on sait bien qu'il y a des hors-sols dans la nature aussi. Mais c'est parce que cet ancrage, c'est pas que de vivre dans la nature, c'est d'être en communion avec la nature, de la ressentir, de la percevoir, de se faire habiter par ce vivant-là. C'est ça qui est important. Et dans les villes, on est de nature hors sol, puisqu'on n'a pas les pieds dans la terre, mais on peut aussi trouver des gens qui sont très alignés, très ancrés, par rapport à d'autres personnes qui sont dans la nature et qui ne le sont pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... On va être aidé quand on est dans une proximité avec la nature, parce qu'elle va ralentir notre rythme mental. Hein. Très souvent, les gens le comprennent et le disent, se rendent compte que tout d'un coup, le nombre d'idées à la seconde diminue, qu'en général la parole au bout d'un moment aussi diminue, parce qu'on commence à se sentir pris par le rythme de la marche en osmose et en symbiose avec la nature, et on commence à être agi par elle, on change de rythme, et c'est là qu'on rentre dans l'émerveillement. Tout d'un coup, on ouvre les yeux, on arrête le téléphone, on regarde, et on est abasourdi par la beauté d'une fleur et autre chose. Et c'est cette communion avec la nature qui va nous enseigner. Saint Bernard disait que ses plus grands maîtres avaient été les arbres. Donc c'est d'arriver à se rendre compte que dans toute la nature s'exprime, après selon ses croyances, le divin, le grand tout, le grand esprit, peu importe, mais quelque chose d'au-delà de nous-mêmes qui est tellement magnifique et généreux. Il y a aussi quelque chose qui est touchant quand on est dans la nature, c'est la beauté et la générosité. Et je pense que quand on est à l'écoute du vivant, on peut être à l'écoute de cette générosité, et c'est là que vient ce que tu dis sur la gratitude de la beauté, la gratitude des bienfaits qu'elle nous prodigue, et la gratitude d'être transformé. Enfin ça, c'est dans la version où on se promène, hein, parce qu'après dans la version comme toi tu es, où tu as eu carrière à composer avec elle pour les animaux, c'est pas toujours l'émerveillement. Comme tu disais, il a fallu le loup pour venir bousculer des habitudes, des routines, des enfermements à ne plus voir ce qui t'environnait en fait. Oui, il y a des... on croit, si tu veux, quand on est dans un expérientiel paysan, si tu veux, qu'on est dans un contrat naturel avec la nature. Et en fait, on passe d'abord par ce qu'on appelle le pacte écologique, c'est-à-dire essayer d'habiter le territoire, si tu veux, ou la ferme, en conscience, en faisant attention par rapport à l'eau, par rapport aux pesticides, par rapport à la chimie, en regardant différemment les sols, comme des sols vivants. Mais ça, c'est une façon d'habiter, si tu veux, la terre. Ce qui est complètement différent, je pense, c'est une autre dimension, c'est d'être habité par le territoire, ce dont tu viens de parler, comme les coquilles. Parce que, par exemple, quand on parle d'un territoire école, c'est amusant, dans le cadre de la Biovallée, je parlais d'un territoire école, et tout le monde se disait, ben oui, avec toutes les belles réalisations que vous avez faites, que vous avez d'un point de vue associatif et tout ça, mais jamais on passe à la dimension de c'est le territoire qui vous enseigne. C'est le territoire, vous pouvez être habité par le territoire. Donc il y a une dimension qualitative dans le contrat naturel dont parlait Michel Serres, où il y a une réciprocité d'enseignement, et où tu peux être enseigné par le loup, tu peux être enseigné par les moutons, tu peux être enseigné par l'arbre dont tu parles. Et ça, c'est encore autre chose. Et c'est culturellement, c'est très très difficile, si tu veux, de l'envisager
Et quand je parlais de ce slogan de passer du paysage, c'est un territoire objet, au paysage, un territoire sujet, eh bien, le paysage, c'est celui qui nous enseigne. C'est pas celui où les humains sont devenus sages, si tu veux. Il y a une forme de sagesse, bien plus que ça. C'est d'accepter le retour d'enseignement et où la nature devient une actrice, tu vois, au niveau de l'enseignement. Voilà. Tout à fait, je pense que c'est ce qui, avec le virus, là, c'est ce qui nous est offert. C'est-à-dire que comme on est quand même majoritairement citadins maintenant, à envisager que la nouvelle époque, peut-être de démocratie ou de concept politique, pourrait reposer sur un contrat naturel et non plus un contrat social qui excluait à cette époque-là, hein, au moment des Lumières, on excluait complètement la nature autrement que d'en faire un usage. Revenir à cette notion de contrat naturel, c'est justement là que les peuples premiers, par le plus grand des hasards, réapparaissent, parce qu'on se soucie de savoir qu'est-ce qui fait qu'ils sont pérennes, tandis que toutes les civilisations humaines sont mortelles. Et donc il y a quelque chose là qui fait que c'est parce qu'ils sont en harmonie avec le vivant, enfin plus ou moins, parce que tous les peuples premiers ne sont pas égaux là-dessus non plus, mais en tout cas pour ceux qui sont encore vivants, il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonie qu'ils ont trouvé avec les principes du vivant, cette humilité de se faire apprendre du vivant et de suivre ses lois, alors que nous, on a créé des lois hors sol, des lois humaines pour régir les humains et tout le reste. Et si effectivement on revient au contrat naturel, ça sera la plus grande victoire du vivant via le coronavirus ou via ce qu'on veut. C'est-à-dire que, comme tu le dis, comme vous le dites dans l'environnement de PNS aussi, c'est comment faire pour apprendre à être enseigné par la vie et non plus être un sujet d'un côté avec la Terre qui est un objet, mais se rappeler qu'elle est un sujet et qu'elle est un grand sujet et qu'on est un petit sujet en face. Et donc si on réapprend ce tissage, si on réapprend les lois du vivant, si on essaie de comprendre comment ça marche et d'écouter comment ça marche, on peut peut-être enseigner. Alors ça sera rugueux, entre les hommes ça a été rugueux, hein. Je reviens encore à Michel Serres qui avait mentionné que c'est au XXe siècle, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où l'humain crée plus de morts que ce que la nature pouvait causer. Donc on s'est fait un mal fou, donc on n'a rien à craindre de la nature. Je ne sais pas si elle pourra en détruire plus que ce que nous, on s'auto-détruit. En revanche, peut-être que si on signe un nouveau contrat naturel avec elle, peut-être qu'on pourrait revenir à la vie, à la vraie vie, et à la résilience dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à retrouver ces lois de résilience, à trouver les interstices dans les murs dans lesquels l'eau se glisse pour couler, ou à travers les rochers, et du coup retrouver cette fluidité, cette souplesse, cette flexibilité qui est propre au vivant. C'est ce que Darwin avait dit d'ailleurs en parlant des espèces les plus adaptées et pas les plus fortes qui arrivent à survivre, et c'est de ça dont il s'agit. Est-ce qu'on va bien vouloir faire le trajet, intérieur et collectivement, pour nous adapter et nous réinventer? En tant que tel, on pourra peut-être faire une nouvelle humanité dans ce cas-là. Oui, il y a trois contrats pour moi qui sont en triarticulation. C'est le contrat personnel, donc c'est tout le travail sur l'alchimie intérieure. Il y a le contrat social et le contrat naturel. Sauf que il faut les imaginer en articulation les trois contrats, les uns avec les autres, et dans une réciprocité. Une petite anecdote, on avait emmené les Kogi au Sénat, et les sénateurs parlaient du progrès de 1789, liberté, égalité, fraternité. Les Kogi avaient bien écouté, et je fais court, hein, et ils avaient dit ok, la fraternité, chez nous, c'est lié à la loi des origines. Nous sommes les enfants de la terre, ça ne se discute pas. Et donc, il ne faut pas attendre 1789. C'était une constituante, cette valeur, chez nous, de notre organisation, de notre contrat social. Et donc, il me faisait la démonstration, si tu veux, que toute la constituante ou la constitution chez eux était liée au contrat naturel, c'est-à-dire à la loi des origines.
Et c'était pas les hommes pour les hommes qui parlaient aux hommes et qui disaient un jour, en 1789, nous paraît important que la fraternité soit inscrite. Alors les sénateurs avaient été un peu ébahis sur la source, si tu veux, de cette valeur de fraternité qui pour les Codis était une évidence et qui faisait qu'ils nous appelaient les petits frères. Et donc les contrats naturels, social, personnels sont en interdépendance pour moi, si tu veux. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils se nourrissent les uns les autres, et on ne sombre pas dans le pur contrat social qui a fait que, à un moment donné, quand le socialisme s'est développé ou le communisme, on a vu les difficultés dans lesquelles on était par rapport au développement personnel et au contrat personnel ou au contrat naturel, puisque l'écologie n'était pas à l'ordre du jour à cette époque dans le contrat social, bien que ce contrat social soit intéressant, mais il était mutilé des deux autres contrats. Voilà, donc c'est une préarticulation entre ces trois contrats qui fait que ça relie l'alchimie intérieure, l'alchimie extérieure sociale et l'alchimie naturelle qui, elle, était assez exemplaire pour les deux autres alchimies. Oui, tu as tout à fait raison de rappeler cette alchimie avec le vivant. Et ce que tu mentionnes, là tu l'as mentionné à 2 reprises, et c'est une notion qui m'est très chère, la notion de tiers. C'est-à-dire que je lis pas mal d'articles qui mentionnent, qui parlent de l'après-confinement, et qui parlent de 2 scénarios principaux. Il y en a quelques-uns qui en parlent de 3, mais on voit que on est quand même très très habitué et très rapide à retomber dans des choses qui s'opposent, qui sont binaires, qui sont dans la dualité. Et dans le parcours alchimique, justement, dans le processus d'individuation, il y a cette notion de tiers, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on venait sur Terre avec une nostalgie de l'unité, puisqu'on peut rêver d'immortalité, on peut rêver d'infini, on peut rêver d'unité, donc c'est qu'il y a bien quelque chose en nous qui en a la prescience ou la réminiscence, enfin en tout cas il y a quelque chose comme une graine en nous qui a été semée, et certains restent toute leur vie durant dans la dualité, et d'autres essaient de remonter vers cette unité, et pour y parvenir, comme nous ne faisons que l'expérience principalement de l'opposition et du binaire et du deux dans le vivant. Enfin, pas que, parce qu'il existe, j'aime bien souligner qu'entre le jour et la nuit, il y a quand même le crépuscule et il y a aussi l'aube. Donc on a bien aussi dans le vivant la notion du tiers si on sait la regarder. Mais en tout cas, c'est sans doute dans cette voie ternaire, c'est-à-dire dans ce dépassement de l'opposition, d'en recréer par le tiers une nouvelle unité, qu'on va être en capacité de dépasser les clivages et d'aller plus vers de la fraternité, de l'entraide, de la coopération, de la solidarité, que vers des confrontations violentes, même si elles vont peut-être et sans doute exister. En tout cas, avoir un appétit pour quelque chose qui transcende et dépasse ce qui s'oppose et ce qui est binaire. Est-ce que tu aurais envie de mettre un petit mot de conclusion? On arrive au bout de cette conversation. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose qui a une résonance particulière que tu as envie de proposer? Écoute, avec Edgar Morin, là, une fois, on discutait de l'avenir. Lui disait qu'il était un pessimiste optimiste, parce que et cette conversation, on l'avait eue il y a 2 ans, je crois, à Montpellier. Il disait il faut compter sur l'improbable. Et donc, on lui a fait un petit mail en lui disant bravo Edgar, t'avais vu juste au niveau de l'improbable avec le Covid. Et c'est vrai que c'est quelque part une déchirure dans la trame, si tu veux,
pas ce mot en grammage qui nous flèche dans nos habitudes, dans nos façons d'être et tout ça, c'est une déchirure. Est-ce qu'elle va être assez grande, si tu veux, et durable, ou est-ce qu'on va la raccommoder tout de suite avec des propositions de progrès? C'est ça la question. Si on la laisse un peu ouverte, eh ben on va être en relation avec la loi des origines là, dont je parlais, avec les principes du vivant. Toutes ces influences vont passer à travers la déchirure, si tu veux, et dans les creusets, si tu veux, de chacun. Mais il n'est pas sûr que notre réflexe va être de raccommoder très rapidement la trame qui jusqu'ici nous faisait fonctionner, liée au néolibéralisme, à cette psychologie, si tu veux, de la compétition, de l'extractivisme, du productivisme, de la consommation égale bonheur et tout ça. Et ce raccommodage va vite refermer ce qui était une fenêtre d'influence nouvelle qui venait justement des principes vivants de la loi des origines. Les Gogis sont sous ce ciel-là, et pour moi, dans ma vie, j'ai toujours dans cette vie bouleversée, avec ces différentes déchirures au cours des spirales, profité de ces déchirures pour attraper et regarder le ciel à travers la trame qui était déchirée. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps, si tu veux, d'emmagasiner les nouvelles influences pour construire quelque chose? Je sais pas. Je pense en tout cas que le réchauffement climatique, lui, sera un Covid beaucoup plus puissant, beaucoup plus global. Ce serait intéressant qu'on ne loupe pas notre chance en faisant quelque chose de cette déchirure, en tout cas. Oui, bah écoute, oui, je pense il faut peut-être revenir à l'image que tu avais pour la conclusion, là, qui est la spirale, c'est-à-dire qu'on a un phénomène itératif. Là, on a, comme tu le dis, une déchirure, on a un choc, on a quelque chose qui nous arrête pour nous permettre d'envisager autre chose. Donc il y a effectivement des acteurs qui ont cette appétence pour aller de ce côté-là, pour faire autrement, créer autrement. Il y a toute une partie, comme dans la courbe de Gauss, la grande majorité des personnes qui, je dirais, continuent à être dans la somnolence et qui n'ont qu'une hâte, c'est de faire comme les Chinois le premier jour, de se ruer chez Hermès ou ailleurs pour dépenser 2,7 millions de dollars de produits de consommation. Donc on aura sans doute cette grande quantité de personnes qui vont sans doute refaire comme avant, et puis une poignée de personnes qui ont tout intérêt à remettre le système tel qu'il était auparavant. Donc il y aura sans doute, très probablement, un présent imminent pluriel, avec des tendances qui vont aller dans différents sens, et des sens qui peuvent être contradictoires. Ces contradictions qui peuvent se frotter, plus elles se frotteront fort, plus elles se risquent de frotter de façon difficile, et peut-être avec de la violence. Mais il semble qu'à chaque nouveau moment comme ça de l'histoire, on est de plus en plus de personnes qui basculent du côté de la prise de conscience. Donc on peut imaginer que de ce moment coronavirus, confinement, il y a encore plus de personnes qui se sont invitées à la prise de conscience, et peut-être que ça aura un effet. On verra bien. Mais il est fort possible qu'on ait plusieurs spirales en même temps, avec une dynamique court terme, moyen terme, long terme, où des choses s'inscrivent sur des temporalités différentes, très probablement en train de se percuter. Et la question, c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on nourrit, vers quoi on va aller, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir. Et si on se met dans un moyen terme, long terme, c'est d'avoir l'humilité de ne savoir absolument pas ce qui va se passer, ça c'est une évidence, et puis aussi de se dire, voilà, on nourrit ça et on ne sait pas si ça va advenir de notre vivant dans une génération ou dans 10 générations. Mais c'est pas grave, on aura peut-être essayé de raisonner avec le vivant et avec les apprentissages qu'il nous fournit. Et si on n'a pas compris, je fais confiance à la vie pour nous resservir le plat de façon encore plus intense
comme elle le fait dans nos vies individuelles. Eh bien, je vais te remercier, Thierry, pour ce moment de conversation alchimique. Et puis, écoute, voyons si quel va être le ciel qui va nous être proposé dans les prochaines semaines. Mais j'espère que ce ciel, il dépendra aussi un peu de nous et que l'alchimie intérieure fera qu'on sera un peu des mutants plus que des militants du changement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup et à bientôt pour des alchimies en réel.